Eh bien, on est de retour, toujours un petit peu sur le thème de la sécurité, mais cette fois, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, la cybersécurité et quels sont les risques pour nos collectivités et en particulier pour les mairies. Et je suis accompagné de Manuel et Amado. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes expert en cybersécurité. Oui, Manuel également ancien élu local et Oui. passionné, expert aussi un peu en tout ce qui est le domaine. De euh, l'informatique de façon voilà. plus générale. Manuel avait été intervenu l'année dernière dans le domaine sur les smart cities, notamment. Et donc, je vais vous laisser maintenant vous présenter rapidement, ou enfin rapidement, avec le temps qu'il vous faudra, les risques, les parades que peuvent mettre en place les collectivités sur le territoire pour gérer ce risque cybersécurité. On va laisser Amado, dans un premier temps, se présenter plus précisément, savoir ce qu'il fait exactement et comment, lui, il peut intervenir sur ce champ de la cybersécurité auprès des collectivités locales. merci. Donc, Amadou Kindo, je suis un paysan passionné d'informatique. Ça fait un tout petit peu bizarre de l'entendre dire. Je suis gérant d'un groupe qui est composé de deux entités. Une entité qui intervient dans le domaine agroalimentaire et une entité dans le domaine de l'informatique décisionnelle. Académiquement parlant, je suis titulaire de deux thèses. Le géodécisionnel, un vecteur de gouvernance sanitaire et de développement socio-économique, qui brasse l'ensemble de la mise en place des systèmes d'information. Donc, nous allons revenir là-dessus. Et la deuxième, une bonne pratique du data warehouse dans le management stratégique des entreprises. Donc, ces deux éléments-là ont pour principale vocation de mettre l'information à la disposition de la bonne personne au bon moment. Et qui dit bonne personne dit forcément contrôle des accès, en somme, à l'information. Ça va être le point qui va nous intéresser aujourd'hui. Et la deuxième entité qui fait partie du groupe, qui est donc AgroTrans, est une activité de transformation agroalimentaire. Ça peut nous intéresser parce que, bon, on vient de quitter la table pour le déjeuner, mais ça peut être également assez intéressant. Et je suis heureux d'être parmi vous. Très bien, merci. Donc, vous avez parlé dans vos activités de collecte de données. Donc, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ces histoires de données qui sont collectées un petit peu partout, aussi au niveau des collectivités, en tout cas celles qui s'inscrivent dans une démarche de ville intelligente, enfin dite intelligente. Et à côté de ça, on est aussi confronté à des risques. On entend parler de cybersécurité. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur la signification que recouvre ce terme de cybersécurité? OK. La cybersécurité est un concept virtuel. Et je vais vous demander de faire avec moi un petit exercice pour le matérialiser. Vous imaginez que vous êtes dans une ville que vous connaissez bien. Dans la ville, il y a une mairie, puisque là, nous sommes au off du Salon des maires. Vous avez des écoles, vous avez une poste, etc. Et un réseau routier. Imaginez que vous souhaitiez, dans cette ville-là, envoyer une carte postale à un ami. Vous allez donc aller à la poste, affranchir votre carte postale et elle va partir. Maintenant, un peu plus difficile, on supprime toutes les routes. Vous avez toujours les bâtiments, la mairie, etc. Et vous constatez qu'au pied de chaque bâtiment, il y a généralement un fil qui ramène le téléphone pour pouvoir en fait parler. Vous avez éventuellement de la fibre optique. Vous avez des antennes sur le toit qui permettent aussi de recevoir la télé, etc., etc. La même personne, pour envoyer sa carte, elle va juste photographier la carte avec son smartphone et par le biais d'Internet ou de la télé, du fax ou du SMS, la carte va être envoyée. Donc, la carte va suivre en fait un chemin qui représente le fil qui arrive en fait au pied du bâtiment pour arriver auprès de l'interlocuteur. Donc, ce réseau-là, qui est un réseau virtuel, constitue le réseau de communication. Dans la vraie vie, vous avez une mobilette, vous avez une bicyclette, vous avez les gens qui marchent à pied, vous avez des camions qui circulent. Là-bas, c'est l'information en somme qui circule. Et c'est cet espace-là que l'on appelle le cyberespace, et on ne peut pas parler de cybersécurité sans visualiser le cyberespace. Tout à l'heure, l'intervention de tout à l'heure portait sur la police.
on a vu qu'il y avait en fait des agressions qui pouvaient arriver. Donc, il y a une sécurité qui s'applique dans la vraie vie. Il y a aussi nécessité d'avoir une sécurité parce que là, on a pris le cas de la carte postale. Bon, la valeur n'est pas importante, mais ça peut être une transaction bancaire et on n'a pas envie qu'elle soit interceptée. Donc, il est nécessaire de mettre en place en fait tous les outils nécessaires pour faire en sorte que cette information qui a été envoyée puisse arriver à bon port. Donc, la cybersécurité, c'est la sécurité qui s'applique en fait au cyberespace. Merci de cette précision sur ce qu'est la cybersécurité. On a vécu une période avec la pandémie liée à la COVID-19, durant laquelle on a vu arriver un certain nombre d'attaques avec une montée des attaques, en particulier un certain type d'attaque. On parle de ransomware ou rançongiciel en français. On a aussi beaucoup entendu parler du phishing ou hameçonnage. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce type d'attaque et aussi peut-être comment prévenir ce genre d'attaque, comment se protéger contre ce type d'attaque? OK. Donc, tout à l'heure, j'ai fait comprendre que pour envoyer la carte postale, on pouvait la photographier. En un mot, on l'a numérisée. Le terme qui est technique, qui est employé, un peu barbare, c'est la dématérialisation. C'est-à-dire, donc, on a transformé un aspect numérique, quelque chose qui était physique. Et cette dématérialisation a permis de faire l'opération dans le cyberespace. Parallèlement, la personne à qui la carte a été envoyée, on sait là où elle se trouve. Donc, elle est identifiée. À quelque part, elle est aussi dématérialisée. Pour ce qui est du ransomware dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est un mot composé qui consiste à dire on va demander une rançon, c'est un logiciel malveillant qui permet à quelqu'un de pouvoir demander une rançon, c'est tout simplement que vos données qui sont numérisées, si une personne arrive, une tierce personne arrive à y accéder, alors qu'il n'y a pas bien entendu le droit, il sait que vous en avez besoin. Ça peut être vital pour vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement le crypter, c'est-à-dire le transformer en quelque chose qui n'est plus exploitable par vous. Et en contrepartie, il va vous dire, si vous voulez vos données, il va falloir payer. Et c'est ça que réalise en fait le ransomware que l'on a régulièrement dans les messages, comme dirais-je, qui circulent. Pour ce qui est du phishing, donc le terme, vous l'avez très bien dit, il y a une histoire d'hameçon, donc de poisson que l'on va aller pêcher, c'est essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Puisque nous sommes aussi numérisés dans l'espace, dans le cyberespace, nous sommes dématérialisés. Donc, la personne peut tenter de se faire passer pour une autre personne et faire en sorte que vous pensiez que, voilà, vous recevez un message qui vous dit, bon, votre responsable hiérarchique souhaite que vous fassiez ceci ou cela, ou que vous lui communiquiez des informations, en fait, confidentielles. Si vous n'y faites pas attention, vous communiquez ces informations alors que vous ne l'avez pas communiqué à la bonne personne. Donc, le terme, en fait, c'est un terme anglais qui veut dire hameçonnage. Très bien. Et en termes de responsabilité pour les élus ou alors encore pour l'administration, est-ce qu'on peut finalement se retourner contre la collectivité qui a collecté les données et qui l'a finalement exposé à un risque de cybercriminalité? Effectivement, il y a une loi qui protège, ou du moins qui donne les éléments indicatifs permettant de protéger les données que collecte toute organisation. Et les collectivités territoriales n'y échappent pas. C'est le RGPD. Et à l'intérieur, il est effectivement indiqué qu'à partir du moment où vous collectez des données personnelles, vous devez garantir, d'une part, que ces données, vous ne les collectez que pour un but bien donné, donc ne pas aller collecter des choses qui ne sont pas nécessaires pour votre usage, d'une part, et d'autre part, que vous faites en sorte que ces données ne puissent pas être accédées. Et si jamais elles étaient accédées, il y a tout un ensemble en fait, de procédures, de déclarations à faire. Je passe pour ne pas rentrer dans les aspects techniques, mais la pénalité peut être très, très lourde puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 20 millions d'euros. Très bien. Donc, il y a un risque qui est quand même assez important pour les responsables des collectivités. Donc, il faut veiller justement à respecter ce RGPD
qui est un règlement qui se trouve au niveau de toute l'Europe, finalement. Exact. Très bien. Donc là, on a parlé du ransomware, on a parlé de l'hameçonnage, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que les différents acteurs, notamment des collectivités, sont suffisamment informés pour pouvoir faire face à ce type d'attaque et mettre en place les dispositifs nécessaires pour y faire face? Certains le sont, mais pas tous. Et de deux, c'est un peu comme on le dit dans la vie courante, hein, on met en place des mesures pour se protéger, mais ceux-là qui tentent de contourner ces mesures-là ne restent pas statiques, ils continuent d'évoluer. Donc, la protection ou le niveau de protection n'est jamais en somme suffisant. Et vu qu'il s'agit d'un problème de sécurité, nous l'avons vu en France ici avec le terrorisme, on nous a dit, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et donc, il est important d'impliquer tout le monde. Et la grosse difficulté à laquelle les collectivités sont confrontées, c'est le fait qu'il y a beaucoup de collaborateurs. Et donc, il y a tout un travail de sensibilisation à faire. Il y a tout un travail qui va permettre aux gens de prendre conscience du risque éventuellement qu'ils courent. La deuxième complexité vient du fait de pouvoir trouver des compétences. Et aujourd'hui, les gens qui sont très compétents dans le domaine de la cybersécurité sont extrêmement recherchés. Et ce n'est pas simple. Et enfin, troisième pilier, il y a des solutions. Et il faut mettre en place les solutions et les maintenir. Nous allons certainement revenir là-dessus tout à l'heure, mais il y a des solutions que l'on peut mettre en œuvre. Et sachez qu'avec, en l'occurrence, tout ce qui a touché à la COVID, au travail, le travail à distance, il y a eu un bond important pour ce qui est de la cybercriminalité. Je sais que notamment au niveau du gouvernement, l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et le site cybermalveillance.gouv.fr propose un certain nombre d'éléments, donne quelque part les clés aux collectivités pour se protéger contre ces différentes attaques. Et comment, en fait, puisqu'on constate, récemment, il y a eu de nombreuses attaques auprès des collectivités, ça peut aller très loin, une attaque informatique. On a même eu un décès dans un hôpital, donc ce sont des choses qui peuvent être très graves. Comment on peut aller plus loin dans la sensibilisation, puisque tout le monde, finalement, est impliqué dans les systèmes d'information aujourd'hui, de l'usager jusqu'aux collaborateurs des collectivités. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour faire en sorte que cette question de la cybersécurité soit vraiment prise au sérieux? Je disais tout à l'heure qu'il y a 3 volets dans la mise en place, en somme, de la sécurité pour ce qui est de la cybersécurité. Il y a d'abord l'humain. C'est le plus difficile à gérer. Il y a un véritable travail de sensibilisation, en fait, que les collectivités doivent mener pour que les personnes, les utilisateurs des systèmes aient conscience, de faire attention, ne serait-ce qu'à la gestion des mots de passe, utiliser des mots de passe dits durcis, etc. Deuxième élément, très important également, ce sont les logiciels qui sont utilisés, le matériel qui est utilisé, mettre en place des systèmes de protection. Ça ne peut pas se faire sans les logiciels de protection qui sont disponibles sur le marché. Il faut savoir également, en somme, les choisir. Et enfin, c'est de trouver les bonnes compétences pour pouvoir administrer en fait l'ensemble de ces éléments. Et on peut éventuellement citer quelques fonctionnalités qui sont indispensables qu'un logiciel doit avoir pour pouvoir assurer, une sécurité convenable. Il faut déjà que la donnée que l'on a produite, puisque l'on ne peut pas, le zéro risque n'existe pas, que si le risque se produit, que l'on puisse récupérer les données. Donc, ça, c'est les systèmes de sauvegarde, en fait, qui permettent de le faire. Il est également important d'avoir, une évaluation de sa vulnérabilité. Donc, un audit qui va permettre de dire, protéger plutôt ceci, ceci ou cela, en lieu et place de. Et enfin, permettre aux gens de pouvoir tout simplement travailler, parce que l'objectif quand même d'un système d'information, c'est de permettre aux gens de travailler. Et si c'est beaucoup trop rigide, ça peut effectivement amener aussi quelques soucis.
Alors, on avait vu aussi au début de cette année à Strasbourg, malheureusement, un incendie des serveurs bien d'une entreprise bien connue. Comment on peut faire les collectivités? On a parlé un peu de sauvegarde, mais rapidement, mais comment on peut faire justement une collectivité, une petite collectivité, par exemple, qui avait tout stocké sur un serveur OVH? Bon, là-dessus, il y a deux niveaux de service. C'est vrai que couramment, on pense que le simple fait d'avoir ces données sur le cloud, on est protégé. Alors qu'en fait, non. Il y a le service que vous avez conclu avec le prestataire. Lui peut vous assurer de vous donner un espace dans lequel vous allez mettre vos données. Si son serveur prend feu, lui, il va restituer son matériel, mais vous, vos données, s'il n'est pas responsable, ben voilà. Par contre, vous avez la possibilité de faire des sauvegardes également dans un autre cloud ou dans le même cloud et avoir un contrat de prestation avec cette personne qui vous garantit que non seulement vos données sont disponibles et intègres, parce qu'il ne s'agit pas de sauvegarder des virus et de vouloir les récupérer, ben vous allez avoir une sauvegarde non fonctionnelle, donc de vous assurer que votre sauvegarde, en fait, elle est intègre, mais d'autre part, de vous mettre à disposition une autre machine au cas où le le data center a pris feu, de pouvoir vous mettre instantanément vos données sur un autre espace. Et cette protection-là, elle est vraiment nécessaire pour les collectivités qui manipulent en somme beaucoup de données. Oui, là, en vous écoutant, ça fait quand même pas mal de choses à avoir en tête et ça constitue aussi beaucoup de métiers finalement dans l'informatique. Est-ce qu'aujourd'hui, les services informatiques des mairies, des conseils régionaux, des conseils départementaux, est-ce qu'ils sont suffisamment dimensionnés et armés aujourd'hui pour faire face à ce type d'attaque et mettre en place des équipes suffisamment bien calibrées pour pouvoir penser à tout ce type de choses, justement? Bon, je dirais que pour le peu que j'ai vu à travers les interventions, il y a une réelle conscience qui est prise. Le RGPD a changé effectivement beaucoup de choses dans ce domaine parce qu'avant, les données, c'était juste déclaratif à la CNIL. Bon, OK, on a déclaré. Alors que maintenant, en cas de sinistre, non seulement vous devez réparer votre sinistre, vous risquez de payer des pénalités, mais en plus, vous êtes obligé de prévenir toutes les personnes qui ont été victimes pour que justement, elles puissent, elles aussi, se protéger. On vous a volé en somme des informations, ben, les personnes qui les ont volées ont besoin de ces informations, donc peuvent aller faire des usurpations d'identité, etc., etc. Maintenant, pour ce qui est du dimensionnement des collectivités, je pense que toutes les collectivités sont à mesure de mettre en place le niveau de sécurité requis. C'est comme une assurance. On n'est toujours jamais content de la payer, mais on est très content quand le sinistre arrive de savoir que l'on a été assuré et que la prise en charge est possible. Parce que les logiciels existent, la mise en place n'est pas très compliquée. Donc, ça reste à la portée en fait du budget des collectivités. Et d'autre part, les compétences, même si la collectivité ne peut pas s'attacher le service à 100% de son temps d'un expert, il est toujours à même d'avoir une équipe en interne qui va être en fait chapeautée par un expert externe. Donc, la réponse est oui. Maintenant, il faut communiquer, et l'ANSSI d'ailleurs le fait très très bien, communique énormément pour dire, attention, vous allez au-devant d'eux, il y a de très grosses opportunités, comme on l'a vu dans le cyberespace. Le fait que tout soit dématérialisé, ça rend les choses faciles, mais ça a un coût et il faut être en capacité en fait de l'assumer. Oui, donc vous parliez justement de dématérialisation, donc c'est quelque chose qui s'accentue de plus en plus. Donc finalement, on se rend compte que les acteurs au sein des collectivités ne sont plus seulement les collaborateurs, mais ce sont aussi les citoyens. Donc comment là aussi sensibiliser tous les citoyens aux risques qu'ils font porter à la collectivité en utilisant les services qui leur sont offerts. Donc la collectivité s'expose de plus en plus en fait sur l'extérieur et voit son risque d'attaque cyber croître dans le temps. Et là, les aspects communication et sensibilisation, ce n'est pas tout à fait mon domaine, hein. Mais je pense que les collectivités sont dotées
de services de communication qui sont en capacité d'aller vers les personnes, de faire la publicité pour que les gens, en fait, soient sensibles. Parce que même chaque individu, chaque contribuable y est confronté. Aujourd'hui, peu de personnes peuvent se passer de leur téléphone portable. Si on vous prive de votre téléphone portable, si on vous prive de votre ordinateur ou de votre tablette, bon, vous êtes un peu perdu. Voilà. Et tous ces éléments peuvent être victimes. Donc, vous-même, vous pouvez être victime au sein de votre famille. Donc, il est important, effectivement, de communiquer amplement pour que les gens prennent conscience. Et c'est la prise de conscience collective qui va permettre, en fait, de minimiser les risques. En cas d'attaque avérée, justement, par exemple, on constate une opération de ransomware en cours, quelles sont les mesures à mettre en place par les collectivités? Comment on peut s'en sortir, finalement, sans avoir à payer la fameuse rançon? Bon, le politiquement correct voudrait que je dise ne jamais payer de rançon. Bon, le reste, vous le savez dans la vie pratique, comment les choses se passent. Mais moi, je dirais surtout, c'est faire en sorte de ne jamais être en situation de devoir payer une rançon. Parce que, comme je le disais, si vous aviez fait la sauvegarde complète, correcte de vos données et que cette sauvegarde, elle est intègre, et alors, vos données sont cryptées, en quelques minutes, les machines sont remises en état. Si en plus vous êtes organisé et que vous aviez ce que l'on appelle des sites de repli, de reprise d'activité, tout se passe comme si de rien n'était. Par contre, avant de repartir, il est nécessaire de voir où se trouvait la faille, par quelle porte dérobée l'intéressé est passé pour vous crypter vos données. Une fois que vous avez fermé cette porte-là, ben vous pouvez remettre la lumière et puis les choses se passeront en somme correctement. Par contre, une fois que vous avez fait le diagnostic, que vous avez verrouillé les choses, au moment où vous êtes en train de restaurer pour votre reprise d'activité, ben, pensez au fait que les données qui ont été volées, vous avez exposé des personnes. Donc, vous devez tout de suite avertir l'ANSSI pour qu'eux sachent qu'il y a des données qui sont entre les mains de personnes qui ne devraient pas les posséder, pour que des mesures soient également prises, en fait, à ce niveau-là. Et enfin, vous allez pouvoir prévenir, vous, toutes les personnes qui sont dans votre fichier qui a été atteint, vous devez les prévenir. Et puis après, ben, vous allez devoir passer à la caisse parce qu'il y a les amendes à payer et pour ça, vous risquez de ne pas y échapper. Même si on fait la preuve d'avoir tout mis en place, on est quand même confronté à éventuellement une amende. Bon, bien entendu, si je disais tout à l'heure que le zéro risque n'existe pas, si vous avez répondu dans les délais, parce qu'en l'occurrence, l'ANSSI, vous devez les prévenir en moins de 72 heures, un peu comme les déclarations en cas d'accident, etc., etc. Si vous faites preuve que ce qui est arrivé n'est vraiment pas de votre fait, bon, je pense qu'ils ont plus une démarche de protéger tout le monde, pas de sanctionner. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ils communiquent énormément. Donc, je pense que le risque sera minime, surtout si c'est la première fois. Par contre, si vous êtes régulièrement exposé, parce qu'ils ne peuvent passer que par les failles de sécurité et les mises à jour régulières, le fait de veiller limite énormément ce risque. Alors, si j'ai bien compris, mieux vaut prévenir que guérir. Mais alors, pour prévenir correctement, quelles sont les premières étapes? Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Un audit, un diagnostic? Pour prévenir, comme si vous êtes face à un médecin, vous dites, bon, j'ai besoin d'être guéri. Ben, d'abord, de quoi vous souffrez? Donc, il y a obligatoirement un audit à faire, un diagnostic pour voir quelles sont les failles possibles de votre système. Et le fait de voir les failles, on va pouvoir vous dire, votre personnel ou vos collaborateurs ne sont pas suffisamment sensibilisés. Donc, on va faire des formations pour les sensibiliser. Deuxième élément, oui, vous avez des systèmes qui sont obsolètes. On va les remettre en fait à jour. Vous n'avez pas de système de sauvegarde. Ça veut dire que vous n'avez pas d'assurance à quelque part.
On va mettre en place les systèmes de sauvegarde pour que, en cas de sinistre, on puisse revenir en somme en arrière. Et ensuite, on va protéger ces systèmes de sauvegarde. Et on va armer, si je prends, parce que ça peut être un peu abstrait tout ça, c'est exactement comme une maison. Vous avez une maison, vous avez une porte d'entrée, vous avez des fenêtres. On va regarder, on va vous dire, ah oui, mais il nous faut une porte blindée. Ah oui, mais là, si on met une porte blindée et que la fenêtre reste ouverte, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ceux qui habitent là doivent veiller à fermer la fenêtre quand ils ne sont pas là, etc., etc. Voici, en somme, les éléments qui sont mis en œuvre pour permettre, en fait, de protéger complètement les systèmes. Mais le diagnostic est effectivement, je pense, un très bon départ et je le recommande, en fait, vivement. Moi, je reviendrai juste sur un truc. Donc, le facteur humain, c'est vraiment le point central, finalement, de la sécurité en matière cyber. Exactement. En tant qu'informaticien, j'aime à dire que le plus gros problème, ce n'est pas la technique, c'est l'humain qui est derrière. Et il est extrêmement difficile, en fait, à maîtriser et son comportement ne peut pas être mis sous formule mathématique. Alors qu'un système informatique, ben, vous savez exactement ce qu'il fait en fonction de ce que vous lui dites. Et ça, c'est beaucoup plus simple à gérer et l'humain reste un point très, très important dans la problématique de la sécurité. Écoutez, messieurs, en tout cas, merci pour toutes ces précisions, merci pour ces informations qui, je pense, seront très utiles à beaucoup de maires et à beaucoup de responsables au sein des collectivités. Et nous arrivons déjà au terme de notre discussion. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre présence. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette réunion, pour cette table ronde sur le site de l'IDON et du Off du Salon des maires. On vous retrouve très très vite pour la suite de notre programme du Off du Salon des maires cet après-midi.